Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, réunion de haut niveau sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Les recommandations insistent sur la nécessité d'accélérer la gestion des données, le cadre législatif et la mobilisation des ressources. Le vice-président de la République a ouvert les travaux. Pour Tiemoko Medekone, il faut mettre l'accent sur une démarche commune pour relever le défi. Une mission du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire. Le FMI est ici depuis hier et ce jusqu'au 13 décembre. Ce séjour permettra au département Afrique de rencontrer les autorités ivoiriennes. D'ailleurs, la délégation a échangé avec le ministre de l'économie et des finances et Moussa Sanogo en charge du budget et du portefeuille de l'État. La transhumance électorale, c'est se faire enrôler dans un lieu autre que la circonscription dans laquelle l'on réside. Un phénomène de plus en plus courant dans le jeu politique. Il anime actuellement les débats au moment où se tient la révision de la liste électorale. Le dossier politique à suivre sur cette pratique que la loi condamne. Et puis le président péruvien destitué Pedro Castillo a été la cible d'une procédure en raison d'accusations de corruption. Au lendemain de son arrestation, il se trouve actuellement en détention. La vice-présidente investie à la tête de ce pays latino-américain. L'Union africaine veut renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. Le vice-président de la République a procédé à l'ouverture d'une réunion de haut niveau. Elle vise à promouvoir le plaidoyer pour la mise en œuvre de la feuille de route continentale. Le reportage de Viviane Aïmé. Démarré le 6 décembre par la réunion des experts qui s'est étendue sur 2 jours, ce jeudi 8 décembre s'est ouverte la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, en présence d'un parterre de hautes personnalités venues de toute l'Afrique. Sa Majesté le roi du Lesotho, champion de l'Union africaine pour la nutrition, la vice-présidente de la Zambie, le Premier ministre du Congo, des délégations de plusieurs pays du continent, le vice-président de la République Kone Tiemoko Mélié représentait le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement, en présence également du président de la Commission de l'Union africaine, du représentant du secrétaire général de l'ONU, des représentants des structures de l'ONU en charge de la nutrition, les partenaires techniques au développement. Une réunion de grande envergure sous l'égide de l'Union africaine. Et selon le vœu émis par le président de la République Alassane Ouattara dans son plaidoyer auprès de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour que l'année 2022 soit déclarée année de la nutrition. Tant la faim et la malnutrition gagnent du terrain aujourd'hui sur le continent africain. Pour le chef de l'État ivoirien, comme l'a souligné le ministre de la Santé, la recherche de solutions doit nécessairement faire l'objet d'actions concertées des pays africains. De nombreuses personnes sur le continent, en particulier les couches les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels journaliers. Cette situation s'est aggravée avec la pandémie du Covid-19 et tout récemment la crise en Ukraine, précipitant ainsi de nombreuses familles dans l'extrême pauvreté. Au regard de cette situation qui menace le capital humain et compromet les ambitions de nos États, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a conduit un plaidoyer auprès de ses pairs de l'Union africaine en vue de placer l'année 2022 sous le sceau de la nutrition avec comme thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent ». La rencontre de haut niveau qui se tient ce jour avec l'appui de la Commission de l'Union africaine s'inscrit dans ce cadre. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les dirigeants des États du continent africain à un sursaut pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Selon les données statistiques collectées en 2021, 828 millions de personnes étaient touchées par la faim dans le monde, soit une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020 et 150 millions depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19. Cette dégradation alarmante de la nutrition dans le monde est malheureusement plus ressentie en Afrique. Il n'est pas normal que les Africains soient mal nourris, malnutris. 30 millions de kilomètres carrés, 60% des terres arables non exploitées au monde,
les fleuves, les rivières, la lagune ébriée, les forêts sont autant d'atouts. Nous avons lancé avec honneur et engagement la zone de libre-échange continentale en Afrique. Cette zone ne pourra jamais être effective sans le désenclavement intérieur et extérieur du continent. La libre circulation des biens et des personnes est une exigence. Le protocole en la matière a été décidé depuis 2014. 4 États seulement l'ont encore ratifié. Comment on peut faire du commerce? Comment on peut faire circuler les produits alimentaires pour lutter contre la nutrition si on n'ouvre pas les frontières? D'autres pistes de solutions ont été soumises à la réflexion des participants. Le champion de l'Union africaine pour la nutrition, le roi du Lesotho, a plaidé pour des financements massifs publics ou privés dans le secteur agricole et agro-industriel. Le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, intervenant au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part mis en avant l'impérieuse nécessité d'une réelle volonté politique des dirigeants africains, accompagnée par la mise en place d'un cadre d'action stratégique. La présente rencontre d'Abidjan permettra de définir une démarche commune pour relever les défis auxquels sont confrontés nos États en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le conflit russo-ukrainien a d'ailleurs fait ressortir la fragilité de la plupart de nos pays dans ce domaine. De façon générale, l'élimination de toutes les formes de malnutrition demeure assujettie à la maîtrise des effets néfastes du changement climatique, des conflits armés, des catastrophes naturelles et des crises sécuritaires et sanitaires. Bien souvent, ces crises ont eu pour conséquence la remise en cause de certains acquis difficilement obtenus par nos pays. La Côte d'Ivoire s'est engagée à combattre la malnutrition, toutes formes confondues. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a également fait de la lutte contre l'extrême pauvreté une de ses priorités, tout en contribuant à promouvoir la prospérité partagée. Il s'agit en effet d'un pas important du développement social et humain qui engage plusieurs secteurs comme la santé, l'agriculture, l'hydraulique, la protection sociale, l'éducation, l'alphabétisation, l'assainissement et j'en passe. Dans un tel contexte, la recherche d'une synergie de ces politiques sectorielles, communautaires et gouvernementales a conduit la Côte d'Ivoire de mettre en place une coordination dont l'ancrage se situe au niveau de la présidence de la République. C'est pour en dire toute l'importance. La réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique s'est donc ouverte ce jeudi 8 décembre à Abidjan, meublée par des panels et des travaux en atelier. Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. Le sujet est passé au crible du regard critique des experts lors de ces assises organisées à Abidjan sur 3 jours. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites, notamment la nécessité d'accélérer la gestion des données, le cadre législatif et la mobilisation des ressources. Des recommandations adoptées à l'unanimité et au nom du chef de l'État, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié, s'est réjoui des différentes résolutions pour un bond en avant des politiques africaines contre la malnutrition. À l'Assemblée nationale, les séances de travail s'enchaînent. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État était devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières. Ces parlementaires ont exprimé leur satisfaction sur le processus d'adoption de la loi des finances qui vient de s'achever, un processus conduit par Moussa Sanogo et qui a débouché sur l'adoption des budgets des différents départements ministériels. Jean-Luc Gbangbo. Rotonde de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'est pas question de joute verbale autour de lois à adopter, mais plutôt
Une rencontre conviviale que les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont initiée pour marquer leur satisfaction sur le processus d'adoption de la loi des finances qui vient de s'achever. Aujourd'hui, nous, députés, nous sommes à l'aise puisque les indicateurs de performance qui nous sont présentés sont smart, c'est-à-dire sont spécifiques, sont mesurables, sont réalistes, sont appréciables et sont temporels. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, vous constatez effectivement que le budget que nous votons, c'est un budget qui est réfléchi et les ministres ont le devoir moral de rendre compte des activités, des actions qu'ils mènent sur le terrain. Une technicité acquise grâce au sens de la pédagogie dont a fait preuve le ministre du Budget depuis l'entrée en vigueur du budget programme il y a 3 ans. La plupart des Ivoiriens ne s'imaginent pas que les députés travaillent autant à scruter minutieusement les budgets, tous les éléments de la loi des finances pour s'assurer donc que les choses faites au nom du peuple de Côte d'Ivoire sont bien faites. Nous avons donc travaillé à leur apporter le maximum d'informations possibles, leur permettre donc de dissiper les inquiétudes qu'ils auraient pu avoir ou les zones qui ne les paraissaient pas suffisamment claires. Et donc je pense que c'est la qualité de toutes ces collaborations-là qui est récompensée aujourd'hui. Au-delà de la reconnaissance des mérites du ministère du Budget, c'est la belle collaboration entre les pouvoirs législatifs et exécutifs qui a été célébrée par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et une mission du Fonds monétaire international en séjour en Côte d'Ivoire, c'est depuis hier que ces membres du département Afrique sont à Abidjan jusqu'au 13 décembre. La délégation reçue par les ministres de l'économie et du budget. Les détails avec Dangui Dangui. Une mission des services du département Afrique du Fonds monétaire international FMI est sur les bords de la lagune des Briers. Entre autres objectifs, procéder à une sorte de radioscopie de l'économie ivoirienne avec à la clé une revue des risques pour mieux soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement nous a invités à l'accompagner dans son programme économique visant à relever les défis de la Côte d'Ivoire dans le contexte actuel. Un programme qui pourrait être soutenu par l'aide financière du FMI. Au début de leur mission, le ministre de l'économie et des finances, en présence de son homologue du budget, a présenté l'état des lieux de l'économie de la Côte d'Ivoire à la délégation du FMI. Malgré la survenue de la pandémie à coronavirus qui a entraîné une récession mondiale, l'économie ivoirienne s'est montrée résiliente avec un taux de croissance de 2% en 2020 après 6,2% en 2019. Suite au ralentissement observé en 2020, elle a de nouveau retrouvé son sentier de croissance avec un taux de 7,4% en 2021, porté essentiellement par le dynamisme de la consommation et des investissements. La mission des services du département Afrique du FMI en Côte d'Ivoire se déroule du 7 au 13 décembre. 43 commissaires et officiers stagiaires de police ont reçu leurs épaulettes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite ses collaborateurs à être excellents dans leurs nouvelles fonctions. Facundo Diomandé a par ailleurs annoncé la création dès ce mois de décembre d'une nouvelle unité de police. Michel Digré. Issu de la proclamation des résultats définitifs des différents concours directs, professionnels et professionnels spéciaux de la police nationale session 2021, c'est le grand jour pour ces 43 commissaires et officiers spéciaux de police. Ils sont 15 commissaires stagiaires spéciaux, dont 3 dames, et 28 officiers stagiaires spéciaux, dont 5 dames, qui reçoivent leurs épaulettes après un stage de formation. Ces futurs commissaires et officiers de police ont bénéficié des enseignements de qualité portant sur 14 modules assortis d'évaluation continue, tous dispensés par des formateurs aguerris, dont des policiers en activité ou à la retraite, des administrateurs civils et des magistrats. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité veut pouvoir compter sur l'intégrité et l'efficacité de ses collaborateurs promus. Les résultats que vous avez produits tout au long de votre carrière me confortent quant à ma conviction d'avoir comme vous des collaborateurs, je dirais plutôt d'avoir en vous des collaborateurs de premier choix. C'est à vous d'honorer cette confiance
Et tout le monde vous regarde. Sous cette tribune et au-delà de cette tribune, vous avez des parents, vous avez des amis, tous témoins de votre promotion, de votre nouvelle ascension. Vous devez leur faire honneur, vous devez leur faire plaisir. Le ministre Vagondo Diomandé a profité de cette tribune pour annoncer la création d'une nouvelle unité de police qui sera mise en mouvement dès le 20 décembre prochain. Cette nouvelle unité s'appellera la police recours. Elle sera dotée de matériel spécifique, de véhicules spécifiques qui seront stationnés à des points stratégiques avec une double mission, la mission de sécurisation et la mission d'assistance. Ceux-là devront être ces policiers réellement au contact des populations, chargés quasiment, je dirais, de tout faire, de veiller sur vous, H24, pour que, au cours de cette année, en tout cas à la fin de cette année, pendant la période des fêtes, et bien au-delà, que tous ceux qui vivent sur notre territoire puissent fêter dans la joie et dans l'allégresse en n'ayant aucun souci de sécurité. Les activités de police recours débuteront par la préfecture de police d'Abidjan avant d'être déployées sur toute l'étendue du territoire national. Et l'actualité, c'est aussi la révision de la liste électorale qui se poursuit pour 2 jours encore. La transhumance électorale se fait enrôler dans un lieu autre que la circonscription dans laquelle on réside. Un phénomène de plus en plus récurrent dans le géopolitique. Il anime d'ailleurs actuellement les débats. Des acteurs politiques dénoncent et multiplient les messages. Ils alertent et appellent à la vigilance. Ils disent non à cette pratique désormais passible de poursuites judiciaires. Le défi de la transhumance électorale, c'est le dossier politique de ce soir, à suivre avec Sidoni Davila. La transhumance électorale. Le débat refait surface depuis le lancement de la révision de la liste électorale. Tiasalé, localité située à 121 km d'Abidjan, la capitale économique. Le maire Assalé Tiemoko dénonce des personnes non résidentes venues se faire enrôler sur la liste électorale. Il se trouve que depuis le 19 novembre 2022, la CEI a entrepris de réviser la liste électorale. C'est l'occasion toute trouvée par des acteurs politiques ici à Tiasalé pour prendre des cas de soit 10 places, des cas de 50 places, de 22 places, pour ramasser des gens moyennant de l'argent pour venir les faire enrôler ici à Tiasalé afin que ces gens-là viennent décider de l'élection en 2023. Cette interpellation conduit la CEI à produire un communiqué pour rappeler les dispositions légales. Une réponse juridique, c'est la solution toute trouvée par le législateur pour circonscrire ce fléau. C'est en 2020 que le président de la République, Alassane Ouattara, prend une ordonnance qui fait de la transhumance électorale une infraction désormais pénale. Celui qui s'inscrit dans une zone où il n'est pas domicilié, où il ne réside pas, où il ne paye pas ses impôts, se rend coupable de transhumance. Et ce faisant, il sera sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 12 mois. Et nous avons autant d'éléments pour identifier tous ceux qui sont dans la transhumance. La classe politique, qui note que la pratique de la transhumance électorale prend de l'ampleur, ne manque pas de la condamner de façon unanime. Le cas qui a attiré plus notre attention, c'est le cas de Tiasalé. Nous avons aussi l'université de Bouaké, qui a été vidée de son contenu au profit de Didier Vie. Nous avons aussi à Yamoussoukro, Abidjan aussi, c'est un phénomène récurrent. Ceux qui sont en sous-préfecture se déplacent pour venir s'enregistrer en commune, juste pour constituer un bétail électoral. Et ça, c'est condamné par le Front populaire ivoirien. On m'a signalé que dans une localité, notamment à Oumé, qu'il y a un responsable qui aurait déjà délivré plus de 1000 certificats de résidence. Et ça m'étonnerait que 1000 personnes puissent déménager aussi dans une période aussi courte à Oumé. Et donc, nous sommes contre cette pratique et nous décourageons fortement nos militants, nos sympathisants, nos électeurs de manière générale, tous les Ivoiriens qui sont déjà inscrits sur la liste électorale à se prêter à cette pratique. Ils sont nombreux, ces jeunes qui, conscients
des effets pervers de cette pratique, refuse de répondre favorablement aux différentes sollicitations. Indirectement, j'ai entendu parler des amis et autres qui m'ont proposé de faire mes papiers pour être un votant à l'élection, et puis au fait, ils ont des candidats spéciaux pour, je ne sais pas, voter pour eux dans d'autres communes, d'autres villes même. Est-ce que vous avez accepté? Non, je n'ai pas accepté. J'ai vu des gens pratiquer la transhumance, mais je n'ai pas trouvé ça correct. C'est comme tu arrives chez moi, moi je connais mes besoins et je sais qui peut bien gérer ma maison. Donc je vote pour la personne. On prend quelqu'un ailleurs pour l'envoyer qui ne sait pas comment on peut gérer mes besoins à la maison. Pour freiner cette pratique, les acteurs politiques ont recours à la veille stratégique et à la sensibilisation. Nous lançons un appel aux hommes, aux femmes, afin que tous ceux qui habitent à Bobo, tous ceux qui résident à Bobo se fassent recenser, se fassent enrôler effectivement dans la commune d'Abobo et non ailleurs. Nous essayons de les traquer à travers leurs dénonciations auprès de la commission électorale, auprès des commissions locales, auprès même des autorités publiques, de sorte qu'eux aussi ils s'impliquent auprès de la chefferie traditionnelle, afin que ces derniers puissent dissuader ceux qui sont dans cet esprit de transhumance. Nous participons avec les autres partis politiques à la réflexion pour mettre fin à cette pratique. Nous nous sommes donné les moyens légaux pour freiner ce phénomène ici installé. La transhumance électorale, le sujet sera encore à l'ordre du jour à l'étape du contentieux électoral. Ce sera l'occasion de régler toutes les irrégularités selon la commission électorale indépendante. Pendant le contentieux, nous affichons toutes les réclamations que nous recevons pour ouvrir ce qu'on appelle le contradictoire, pour que les personnes concernées puissent, elles aussi, venir faire ce qu'on appelle des observations, c'est-à-dire apporter les preuves contraires de ce qu'on leur reproche. Une fois que nous avons et les réclamations et les observations, donc ces documents contradictoires, la commission locale va siéger, examiner les documents qu'elle a reçus de part et d'autre et prendre une décision. Soit qu'elle donne raison en griffe au réclamant, soit qu'elle donne raison plutôt à la personne mise en cause, et elle affiche sa décision. Et lorsque la personne concernée n'est pas satisfaite de cette décision, elle peut saisir le tribunal, territorialement compétent, c'est-à-dire qui couvre le lieu de vote concerné. Et une fois que le tribunal rend sa décision, elle s'applique et à la CEI et au requérant. Le recours à la transhumance est passible de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et une amende allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. En outre, la radiation du contrevenant peut être ordonnée par la commission électorale indépendante. Le défi de la transhumance électorale, c'était le dossier politique de ce soir. Et sur le terrain politique, les partis continuent de s'organiser. Le directoire du RHDP tenait ce mercredi sa 13e séance de travail sous la direction de son président, le ministre d'État Gilbert Koné-Kafana. Le parti s'est prononcé sur la préparation des prochaines élections locales, les régionales et les municipales. Abdoulaye Koné. C'est la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel de ville du Plateau qui a servi de cadre à la 13e rencontre du RHDP. Après l'exposé du secrétariat national en charge des élections, le parti a arrêté quelques dispositions. Les modalités de réception, de traitement des aspirations de candidature ont fait l'objet d'un examen minutieux par le directoire. Le directoire a marqué son intérêt pour la mise en place d'un mécanisme d'arbitrage des différentes candidatures. Un agenda pour finaliser donc la liste des candidats du parti aux prochaines élections locales a été également soumis au directoire par le secrétariat national en charge des élections. Le directoire a aussi entériné 3 documents. Le premier document est relatif au processus de désignation des candidats du RHDP aux prochaines élections locales. Ce document fixe les conditions d'accès et les modalités de réception des candidatures. Le deuxième est un document portant mise en place de commissions régionales d'arbitrage des candidatures. Enfin, le troisième document porte sur le calendrier de sélection des candidats aux élections régionales et communales. Il est bon de rappeler que la prochaine réunion du directoire se tiendra
Quant à elle, le 19 décembre prochain, la liste définitive des différents candidats devrait être connue. En attendant, l'opération de révision de la liste électorale continue. Les partis politiques sensibilisent leurs membres. Ils appellent les populations à s'intéresser à cette opération. On fait le point à Mans, Boundiali, Daloa et Odiéné. Place de la nouvelle mairie d'Odiéné. Les populations sont mobilisées pour répondre à l'appel de la ministre Nassene Batouré, par ailleurs maire de la ville. Soutenu par les ministres Adaman Kamara et Gaoussou Touré, ses fils et filles d'Odiéné sensibilisent la population à une participation massive à la révision de la liste électorale. Pour atteindre cet objectif, les stratégies d'approche sont multipliées. Rencontres à la place du marché central, à domicile et des associations du quartier. Tout y passe pour réussir l'opération d'enrôlement, selon Nassene Batouré. Nous sommes convaincus et rassurés que Odiéné ira au-delà des objectifs de 5 000 personnes. Nous pensons avoisiner même les 10 000. Après les visites et les actions de mobilisation, place au constat dans les bureaux d'enrôlement pour s'assurer de la bonne exécution de l'opération. Albert Touaké-Soumabri, deuxième vice-président du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, par ailleurs superviseur principal pour la région du Tonkpi dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale, est sur le terrain depuis des jours. Il a parcouru les 5 départements, à savoir Mans, Biankouman, Sipilou, Danane et Zonye. Tous les leaders d'opinion, la chefferie se sentent concernés et nous avons continué la sensibilisation. Nous avons expliqué le bien fondé de se faire inscrire sur la liste et de faire en sorte pour le chef du ménage de faire en sorte que chaque membre de son ménage soit inscrit sur la liste électorale. Pour la région du Tonkpi, l'objectif à atteindre est d'environ 120 000 nouvelles personnes à faire inscrire sur la liste électorale. Dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré, superviseur de la région, et ses lieutenants sont sur le terrain. Après une réunion pour faire le bilan de l'opération dans sa zone, je me réjouis que les députés, les maires, les cadres soient déjà sur le terrain. Il y a un rapport qui nous a été fait qui montre que par rapport aux objectifs qui ont été assignés par le parti, des responsables sont bien avancés. Toutefois, le ministre Mamadou Touré reconnaît qu'il y a encore des réglages à faire, notamment dans la délivrance des documents administratifs pouvant servir à la révision de la liste électorale. À moins d'une semaine de la fin du processus d'enrôlement, Maria Toukone, députée maire de la circonscription de Boundiali et Ganoni, prend son bâton de pèlerin une fois encore. Nous sommes en période d'enrôlement. Je compte sur tous les parents ici présents. Je compte sur tous les élus ici présents. Je compte sur tous les cadres ici présents, tous les chefs, pour faire enrôler les jeunes, tous ceux qui ont au moins 18 ans. Exhorter, mais aussi définir des stratégies pour ratisser le plus large possible. C'est d'ailleurs pourquoi elle a invité à nouveau le secrétaire départemental de session, cheville ouvrière du RHDP, à multiplier les efforts pour répondre aux exigences du président de la République, Alassane Ouattara. Les membres des institutions de la République, notamment l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et l'Assemblée nationale, ainsi que leurs familles, peuvent se rendre en Europe à des tarifs réduits. C'est ce qui ressort du partenariat signé avec la compagnie Corsair. Dangui Dangui. Des présidents d'institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, signent un partenariat avec la compagnie aérienne Corsair. Partenariat que les deux parties qualifient de gagnant-gagnant. Ce sont des facilités de transport en matière de tarifs, en matière de conditions de voyage pour démocratiser l'accès du voyage aérien et permettre à tous les membres de ces associations, aux députés, aux sénateurs, à leurs familles, à leurs collaborateurs, de voyager évidemment dans des conditions de grand confort et de grande qualité, mais à des tarifs très compétitifs, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Nous sommes heureux de constater que l'hôpital américain de Paris, qui est un hôpital de référence internationale, est associé à ce partenariat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais nous devons envisager l'hypothèse et les pistes pour associer des compagnies d'assurance qui accompagnent et les députés, et les sénateurs, et les maires dans un partenariat avec l'hôpital américain pour que la prise en charge puisse être parfaite
et totale. Ce partenariat signé dans une ambiance haut en couleur et bon enfant ne concerne pas seulement le transport aérien des membres des institutions de la République et leurs familles, il intègre également des prises en charge médicales de qualité et à des coûts compétitifs selon les deux parties. Et dans le nord du pays, le député de Korogo commune, Lassina Ouattara, a sillonné plusieurs établissements scolaires. Il sensibilise sur le respect du calendrier. Une tournée dans plusieurs écoles à suivre dans ce reportage du Ami Sissoko. Pas de congé! Je vais aller! Pas de congé anticipé dans la région du Poro. C'est le cheval de bataille du député de la commune de Korogo, Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du président de la République. Un message qui a eu un écho favorable auprès des concernés. Nous, élèves du Ludo, nous ne voulons pas de congé anticipé pour pouvoir mieux travailler à l'école, pour pouvoir réussir et plus tard devenir des modèles du pays, des cadres du pays. Comme je suis déjà le délégué de l'école, je prends l'engagement devant vous qu'il n'y aura pas de congé anticipé ici au collège. L'honorable Lassina Ouattara sollicite aussi l'implication des acteurs du système éducatif et des parents d'élèves dans la sensibilisation au respect du calendrier scolaire. Et je tenais à dire merci à tous les éducateurs et merci à tous les professeurs qui ont eu ce secret de parler aux enfants, de ne pas avoir de congés anticipés. L'éducation, c'est important pour le président de la République, pour Madame le ministre Marie Toukoné. Maman Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire, elle lutte que les enfants puissent aller à l'école. Et moi, je serai toujours là, donner le message à nos enfants. Le député de Korogo commune avait à ses côtés le sous-préfet central de Korogo et le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro qui ont apprécié l'initiative. C'est des leaders d'opinion, c'est des parents d'élèves, c'est des cadres qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, nous avons l'appui de monsieur le gouverneur, représenté par monsieur le sous-préfet central. Donc toute la communauté éducative est mobilisée pour que nos enfants puissent respecter le calendrier scolaire. Cette initiative est une belle initiative parce que ça permet un dialogue franc entre les élèves et nous et ça a permis aussi à l'honorable de donner le message du gouvernement qui traduit de façon éloquente la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui voudrait une école apaisée avec des élèves compétents pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Le député Lassina Ouattara a également saisi cette occasion pour appeler les élèves âgés de 18 ans et plus à s'inscrire massivement sur la liste électorale dans le cadre de la 5e révision débutée le 19 novembre dernier qui prendra fin le 10 décembre. Et on reste dans l'éducation nationale. Allons maintenant dans le département de Gagnoa. Les élèves de l'école primaire publique de Dignago ont reçu plus de 200 kits scolaires. Ce sont des dons de la première dame, Dominique Ouattara, en vue de soutenir les familles en situation de vulnérabilité. Ce soutien est remis par Colette Pelolapé, conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle. Sephora Zegui. La Fondation Children of Africa fait des heureux à Dignago, dans le département de Gagnoa. Plus de 200 kits scolaires sont distribués aux tout-petits de l'EPP1 de Dignago. Des manuels pour faciliter la formation de ses élèves. Cette énième action sociale de la première dame Dominique Ouattara ravit la communauté éducative de cette localité. Elle veut encore une fois de plus gratifier ce matin nos petits-enfants des kits scolaires. Le président de la République lui-même, son excellent Alassane Ouattara, fait beaucoup de choses pour notre région. Madame également, elle fait beaucoup de choses pour notre région. Je demande à toute la population d'être reconnaissante. Vraiment lui dire que la population a été enjaillée, comme vous dites. Ils ont besoin d'elle. Bien que satisfaite, la communauté éducative de Dignago formule quelques doléances à l'endroit de la première dame, notamment la construction d'une cantine scolaire pour le grand bonheur des enfants de Dignago. Et ici à Abidjan, l'Agence de soutien et développement des médias continue ses actions pour améliorer les conditions de travail des entreprises de presse. Une politique d'aide et d'appui qui se traduit par la remise de matériel à 30 organes de presse en ligne. Meïté Sendou, le directeur général de l'ASDM, a remis des ordinateurs, des appareils photo et des kits Internet. La satisfaction des bénéficiaires à suivre dans ce reportage de Frédéric Oulaï, Franck Wadio. 30 entreprises de presse numérique reçoivent du matériel informatique et multimédia, des ordinateurs portables, dictaphones numériques, appareils photo entre autres, ainsi qu'un abonnement Internet de 12 mois.
Ces équipements sont estimés à 90 millions de francs CFA selon l'Agence de soutien et de développement des médias. La fêtière des entreprises de presse numérique traduit alors sa reconnaissance au gouvernement. L'État, en acceptant de financer ce matériel à travers l'ASDM, nous donne un coup de pouce dans le cadre de notre structuration, organisation et développement. C'est pourquoi il nous appartient d'en faire bon usage à l'effet de voir l'impact réagir sur l'entreprise et par ricochet sur les agents, les employés. Cette remise de matériel aux entreprises de presse numérique constitue la deuxième phase du projet d'équipement des médias en ligne. Organiser, structurer et promouvoir la presse en ligne, autant de défis qu'entend relever l'ASDM pour le rayonnement de la corporation. C'est l'intensification de l'accompagnement, l'intensification du soutien. C'est du matériel léger, donc qui est constitué essentiellement d'ordinateurs, d'appareils photo, mais qui ont pour objectif de fluidifier le travail que tous les acteurs des médias font sur le terrain et de faciliter notamment vraiment le processus de collecte de l'information. Donc voilà essentiellement ce à quoi nous nous sommes assignés ce matin avec le représentant du ministre et le président du REPRELSI. En 2021, ce projet a permis pour la première phase à 25 entreprises de presse numérique de bénéficier du même équipement. Allons dans le Lodibois. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a effectué récemment une tournée de sensibilisation dans les localités de la sous-préfecture de Yokobwe. Il a saisi l'occasion du centenaire du village de Gebodoukou pour promouvoir les valeurs d'union et de paix entre toutes les communautés. Jean-Marc Diadji. Ambiance festive dans le village de Gebodoukou, dans la sous-préfecture de Yokobwe. Les 600 habitants célèbrent le centenaire de leur village dans le département de Guitry, une opportunité pour valoriser la cohésion sociale et la paix. Le ministre et parrain Amédée Kofi Kwaku a exhorté les populations à faire de l'union et de la tolérance une devise afin que Gebodoukou soit un exemple de développement dans la région du Lodibois. Quand nous sommes ensemble, nous pouvons avoir beaucoup de choses pour la région. Mais divisés, nous n'aurons rien. 100 ans de paix, 100 ans de cohésion. Mais si vous voulez aller au-devant, si vous voulez réussir, si vous voulez que Yokobwe réussisse, il faudrait qu'il continue à avoir la paix à Guitry, la paix à Yokobwe. Et nous qui sommes vos enfants, qui sommes tous les jours avec le président Alassane Ouattara, vous devez nous soutenir. Les fils et filles de la sous-préfecture de Yokobwe s'engagent à soutenir les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région et à prôner la paix dans les 13 localités de la sous-préfecture de Yokobwe. Dans le reste de l'actualité, le président Perrault vient destituer en raison d'accusations de corruption. Pedro Castillo se trouve en détention au lendemain de sa destitution et de son arrestation pour avoir tenté de dissoudre le Parlement. Le président a ensuite été transféré par hélicoptère vers une base des forces spéciales de la police à Lima. Le parquet a effectué par ailleurs dans la soirée de mercredi des perquisitions au palais présidentiel. La vice-présidente Dina Boluarte a été investie à la tête de ce pays latino-américain. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le SAD nous apprend qu'un enfant qui sait se laver les mains mange avec les adultes. Dieu le voulant, on se retrouve demain.